Réfléchissez et devenez riche. Chapitre 2. Le désir. Le point de départ de tout accomplissement. Première étape vers la richesse. Il y a plus de 30 ans, lorsqu'Edwin C. Burns descendit du train à Orange, dans le New Jersey, il aurait facilement pu passer pour un vagabond. Mais ses pensées étaient celles d'un roi. Pendant qu'il se rendait de la gare au bureau de Thomas A. Edison, son esprit travaillait. Il se voyait parlant à Edison, lui demandant de lui donner l'occasion de réaliser un désir ardent, qui était de devenir l'associé du grand inventeur. Le désir de Burns n'était pas un simple espoir. Ce n'était pas non plus un souhait. C'était un désir ardent et bien vivant, qui surpassait tout le reste et qui était bien précis. Son désir n'était pas nouveau quand il s'approcha d'Edison. C'était un désir qui avait dominé Burns depuis longtemps. Au début, lorsque ce désir vit le jour pour la première fois dans son esprit, il peut avoir été et était probablement un simple souhait, mais ce n'en était plus un lorsqu'il se présenta devant Edison avec son désir. Quelques années plus tard, Edwin C. Burns s'était né de nouveau devant Edison, dans le même bureau où il l'avait rencontré pour la première fois. Cette fois, son désir était devenu réalité. Il était l'associé d'Edison. Le rêve qui dominait sa vie était devenu une réalité. Aujourd'hui, les gens qui connaissent Burns l'envient à cause du coup de pouce que lui a accordé la vie. Ils le voyaient au moment de son triomphe, sans prendre la peine d'étudier les causes de son succès. Burns avait réussi parce qu'il s'était fixé un but bien précis et qu'il avait consacré toute son énergie et tous ses efforts pour atteindre ce but. Il n'était pas devenu l'associé d'Edison dès le premier jour où il était arrivé. Il était heureux de commencer par les travaux les plus modestes, tant que cela lui donnait l'occasion de faire un pas de plus vers le but qui était si cher à son cœur. 5 années passèrent avant que l'occasion tant attendue se présente. Pendant toutes ces années, aucun rayon d'espoir, pas une seule promesse ne lui avait été faite qu'il atteindrait son but. Pour tout le monde, sauf pour lui-même, Burns n'était qu'un rouage de plus dans l'affaire d'Edison. Mais dans son propre esprit, il était l'associé depuis le premier jour où il était entré chez lui pour y travailler. C'est une illustration remarquable de la puissance d'un désir précis. Burns avait atteint son but parce qu'il désirait, plus que tout au monde, être l'associé de M. Edison. Et tout cela, il avait élaboré un plan, mais il avait coupé tous les ponts derrière lui. Il s'était accroché à son désir jusqu'à ce qu'il devienne l'obsession qui a mené toute sa vie pour enfin devenir un fait avéré. Lorsqu'il s'est rendu à Orange, il ne se disait pas « Je vais demander à Edison de me trouver un travail, n'importe lequel. Mais je verrai Edison et préciserai que je suis venu pour faire affaire avec lui. » Il ne le disait pas davantage. « Je travaillerai là pendant quelques mois et si je ne reçois aucun encouragement, j'arrêterai et chercherai un autre travail ailleurs. Mais je commencerai au bas de l'échelle. Je ferai tout ce qu'Edison me demande de faire. Mais avant de sortir d'ici, je serai devenu son associé. » Il ne se disait pas « J'essaierai de trouver une autre occasion au cas où je n'arrive pas à obtenir ce que je veux avec Edison. Mais la seule chose que je désire, c'est d'être l'associé de Thomas A. Edison. Et pour cela, je couperai tout le pont derrière moi et je miserai tout mon avenir sur ma capacité à obtenir ce que je veux. » Il ne se ménagea aucune porte de sortie. Il devait gagner ou périr. C'est là tout le secret du succès de Burns. Il y a bien longtemps, un grand guerrier s'est vu forcé de prendre une décision pour assurer la victoire de son camp sur le champ de bataille. Il était sur le point d'envoyer ses armées contre un ennemi puissant qui possédait une armée plus forte numériquement que les siennes. Il fit monter ses soldats à bord de bateaux et navigua vers le pays de l'ennemi. Il fit débarquer hommes et armes, puis donna l'ordre de mettre le feu aux embarcations. S'adressant à ses soldats avant la première bataille, il leur dit « Vous voyez nos bateaux qui s'envolent en fumée. Cela signifie que nous pourrons quitter ce rivage vivant que si nous gagnons la bataille. Nous n'avons plus le choix. Il nous faut vaincre ou mourir. » Ils remportèrent la victoire. Celui qui veut réussir dans n'importe quelle entreprise doit être prêt à faire brûler ses bateaux afin d'éviter de battre en retraite. C'est le seul moyen pour maintenir dans l'esprit le désir ardent de gagner, qui est la clé du succès. Le lendemain du grand incendie de Chicago, des commerçants de State Street contemplaient les restes calcinés de leurs magasins. Ils tinrent une assemblée pour décider s'il fallait reconstruire ou quitter Chicago et ouvrir des magasins dans un endroit plus prometteur. Ils prirent presque tous la décision de quitter la ville.
Un seul décida de rester pour reconstruire. Il montra du doigt les ruines de son magasin et dit « Messieurs, c'est ici même que je construirai le plus grand magasin du monde et j'y arriverai coûte que coûte, même s'il doit brûler plusieurs fois. » C'était il y a plus de 50 ans. Le magasin a été construit, il est toujours là aujourd'hui. C'est un monument très élevé témoignant de la puissance de cet état d'esprit qui est le désir ardent. Pour Marshall Field, la solution la plus facile aurait été de suivre ses camarades commerçants qui trouvaient que la situation était difficile et que l'avenir semblait morne et qu'il valait mieux chercher un bonheur plus accessible ailleurs. Notez bien cette différence entre Marshall Field et les autres commerçants, car c'est cette même différence qui avait distingué Edwin C. Burns de milliers d'autres jeunes hommes qui avaient travaillé dans l'organisation d'Edison. C'est la même différence qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Tout être humain, à un moment donné, souhaite avoir de l'argent. Or, il ne suffit pas que de souhaiter pour devenir riche. Il faut désirer la richesse jusqu'à l'obsession, puis définir un plan précis pour acquérir cette richesse et suivre ce plan avec une persévérance qui ne reconnaît pas l'échec. La méthode par laquelle le désir de richesse peut se transformer en argent comptant consiste en 6 étapes pratiques bien précises, soit. Première étape. Fixez dans votre esprit le montant exact d'argent que vous désirez. Il ne suffit pas de dire « je veux beaucoup d'argent ». Mais il faut en préciser la quantité. La psychologie de la précision sera décrite dans un autre chapitre. Deuxième étape, déterminez exactement ce que vous avez l'intention de donner en échange de l'argent que vous désirez. On n'a rien pour rien. Troisième étape, fixez la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent que vous désirez. Quatrième étape, définissez un plan précis qui vous aidera à réaliser votre désir et commencez-en immédiatement l'application, même si vous pensez ne pas être encore prêt. Cinquième étape. Écrivez clairement sur un papier la somme que vous voulez acquérir, le délai que vous vous êtes fixé pour son acquisition, ce que vous avez l'intention de donner en contrepartie et le plan précis que vous avez élaboré pour réaliser tout cela. Sixième étape. Lisez vos objectifs écrits à haute voix 2 fois par jour, le soir avant de vous coucher et le matin en vous réveillant. Pendant cette lecture, il faut que vous voyiez, sentiez et croyez en possession de cet argent. Il est important que vous appliquiez à la lettre les instructions décrites dans ces étapes et surtout celle de la 6e étape. Vous vous dites peut-être qu'il vous est impossible de vous voir en possession de cet argent avant de l'avoir réellement. C'est là que le désir ardent viendra à votre aide. Si vous désirez réellement cet argent si vivement que cela devienne une obsession, vous n'aurez aucune difficulté à vous convaincre que vous l'aurez. Ce qu'il faut, c'est vouloir de l'argent et être si déterminé à en avoir qu'il sera facile alors de vous convaincre vous-même que vous l'aurez. Seuls ceux qui sont sensibles à l'argent accumuleront de grandes richesses. Avoir une volonté d'argent signifie avoir l'esprit si complètement saturé par le désir d'argent que l'on se voit facilement déjà en possession de la richesse. Ces instructions sembleront impraticables pour ceux qui ne sont pas initiés au principe du fonctionnement du cerveau humain. Il peut être utile à toutes les personnes sceptiques qui ne réussissent pas à reconnaître la validité des 6 étapes de savoir que les instructions qu'elles comprennent ont été transmises par Andrew Carnegie, qui a commencé comme un simple ouvrier dans une aciérie, mais qui a réussi malgré ses humbles débuts à faire en sorte que ces principes lui fassent faire une fortune dépassant de loin les 100 millions de dollars. Il peut aussi être utile de savoir que les 6 étapes recommandées ici ont été examinées de près par Thomas A. Edison, qui les entérina comme étant non seulement les étapes essentielles pour l'accumulation de l'argent, mais aussi comme les étapes nécessaires à l'accomplissement de n'importe quel but précis. Suivre les instructions comprises dans les 6 étapes n'exige pas des durs labeurs, ni faire des sacrifices. Vous n'aurez pas besoin de paraître ridicule ou crédule, et vous n'aurez pas besoin non plus d'être très instruit. Par contre, il vous faudra assez d'imagination pour comprendre que l'on ne fait pas fortune par hasard ou par chance, et qu'il vous faut d'abord rêver, espérer, vouloir, désirer et élaborer un plan avant de réussir. Il faut prendre conscience que tous ceux qui ont accumulé une grande fortune ont d'abord rêvé,
espérer, souhaiter, désirer et planifier avant d'acquérir leur argent. Sachez également que vous n'accumulerez pas une grande richesse si vous n'avez pas le désir ardent de devenir riche et si vous ne le croyez pas possible.